qui est nouvellement recruté à l'UPHT, même s'il est là depuis déjà quelques années. Et il va nous parler des symétries d'ordre-brisure. Donc Antoine, lui, travaille sur la théorie des cordes, la théorie quantique des champs, essentiellement. Et comme dans presque tous les domaines de la physique théorique, les symétries jouent un rôle essentiel. Merci. Merci d'être venu. Donc voilà, c'est un séminaire de vulgarisation, comme j'ai écrit. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont des chercheurs, tout ça. Donc, ça va être de la vulgarisation. Donc je ne sais pas quelles sont les règles exactement avec les questions. J'ai dit... Les règles, c'est que les chercheurs ne devraient pas poser de questions, ou au moins des questions extrêmement naïves, et que, en tout cas, toi, tu t'adresses toujours, même dans les réponses aux questions, à tout l'auditoire. Ouais. Donc, c'est la règle. Donc effectivement, il y aura pas d'équation et tout ça. Et donc, je vais quand même essayer de parler de cette idée donc de symétrie, qui est à la fois très très vieille, à la fois en physique et en maths, qui est vraiment très très basique et omniprésente, et voilà, très très vieille, et qui, ces dernières années, depuis à peu près 7-8 ans, a connu une certaine évolution et une certaine renaissance de cette étude des symétries. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens s'y intéressent actuellement. Alors comme cette renaissance elle est un petit peu difficile à décrire, je ne peux pas vraiment garantir que je vais arriver jusqu'à en parler, mais en tout cas je vais parler des choses de base et peut-être à la fin on verra si on a le temps. Donc on a jusqu'à midi, c'est ça? Très bien. Alors donc la première chose c'est qu'est-ce que c'est que ce mot de symétrie? Donc j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai recopié la définition. Donc dans le dictionnaire on dit qu'il y a deux sens au mot symétrie. Le premier c'est régularité et harmonie dans les parties d'un objet ou dans la disposition d'objets semblables. Donc vous voyez cette histoire de régularité et d'harmonie, c'est juste de dire ah bah ça c'est, il y a une certaine symétrie là-dedans. Et ensuite il y a un deuxième sens qui est un petit peu plus technique, qui est distribution régulière de parties ou d'objets semblables de part et d'autre d'un axe ou autour d'un centre. Donc ça c'est la symétrie telle qu'on l'apprend, je pense qu'on l'apprend à l'école primaire. Encore maintenant. Donc à l'école primaire, on apprend qu'il y a des figures qui sont symétriques par rapport à un axe, par exemple. Donc si on prend je sais pas, une figure, on va faire un certain Noël. Voilà. Si je fais une figure comme ça, bon bah il y a un axe ici de symétrie, c'est-à-dire que si on prend la figure et qu'on la retourne, bah, on obtient la même figure. Si je commence à le décorer et à mettre des petits machins là, et disons là, et là, bon bah là elle est plus symétrique la figure, parce que si je fais une symétrie, la boule rouge qui est là, elle va se retrouver là, mais là elle y est pas, donc vous voyez, puis la verte aussi. Donc bon bah là, avant que je mette les boules, c'était une situation symétrique, et ensuite, maintenant que j'ai ajouté la boule, ça devient une symétrie brisée. Donc voilà ce que c'est qu'une symétrie, et voilà ce que c'est qu'une brisure. Une brisure, c'est simplement quelque chose qui brise la symétrie. Et alors évidemment, une symétrie brisée, on pourrait dire, ah, mais si j'avais dessiné n'importe quoi, ça n'aurait pas été symétrique. Mais c'est pas vraiment une brisure. Dans la notion de brisure, il faut quand même qu'il y ait une symétrie approchée. Vous voyez, s'il n'y a pas les boules, on voit que c'est quand même à peu près symétrique, mais il y a des petits détails qui la brisent. Et donc c'est ça la symétrie brisée. Alors, pourquoi est-ce qu'on va regarder ce genre de choses-là en physique? Bon ben, l'idée de base, c'est que la physique, le but de la physique, et même on pourrait dire de la science en général, c'est de modéliser, le monde, c'est-à-dire qu'on observe des choses, on fait des expériences, on observe tout un tas de choses, et on essaie de les comprendre de façon à ensuite pouvoir prédire ce qui va se passer. Si je fais telle autre chose, alors on va voir prédire. Donc on le met en équation, tout ça. Et donc ce mot, la modéliser, il est très important, parce que le monde, il est très très complexe. Si je voulais décrire le moindre objet, si je veux décrire la craie, des milliards et des milliards de molécules qui sont... Voilà. Et donc pour modéliser, il faut modéliser, c'est essentiellement équivalent à simplifier. Et donc simplifier, c'est-à-dire je ne vais pas considérer la craie dans toute son énorme complexité, qui est même infinie, peut-être on pourrait vraiment pas faire de science si on pouvait pas simplifier. Et donc on simplifie et on va dire, en fait c'est la craie, je vais l'assimiler peut-être à un petit cylindre. Alors aussi, je sais pas si vous voyez, mais là, je prends cet exemple parce que j'ai dans la main, j'ai préparé, mais avec la craie, il y a des petites
encoches là-dessus, donc elle n'est pas vraiment symétrique. Et vous voyez que s'il n'y avait pas de petites encoches, alors je pourrais déjà la modéliser par un truc plus simple, un objet qui serait invariant si je le tourne autour de lui-même. Donc il y a une symétrie brisée là-dedans, la symétrie c'est la rotation, et les petites encoches là ça la brise. Donc ce serait déjà plus simple au lieu de modéliser la craie comme ça par juste un cylindre. Et puis encore plus simple ce serait si je veux, par exemple si je m'intéresse au mouvement de la craie, si je la lance, finalement le fait que ce soit un cylindre ça va peut-être pas jouer beaucoup, je pourrais l'assimiler à une sphère, plutôt une petite boule, et ça va être pareil. Donc une boule c'est encore plus symétrique, parce qu'à un moment je peux tourner dans tous les sens. Et donc, essentiellement, modéliser, ça veut dire prendre des situations plus simples. Et plus simple, c'est quelque chose d'un petit peu subjectif. Simplifier, c'est un mot qui paraît subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Peut-être que quelque chose que moi je trouve simple, quelqu'un d'autre le trouve compliqué, et inversement. Mais il y a une façon quand même objective de dire ce que c'est que simple. Simple, c'est un truc qui a beaucoup de symétrie. Plus un objet a de symétrie, plus il est simple. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va pas vouloir garder ce terme-là, on va dire avec beaucoup de symétrie. Simplifier, ça veut dire supposer des symétries. Là, par exemple, sur mon exemple, évidemment, c'est plus simple de regarder le truc sans les boules, il est plus simple que de décrire tout ça. Voilà, ça c'est l'idée un peu de base, c'est que les symétries, c'est ça qui nous permet de quantifier concrètement ce que ça veut dire qu'être suffisamment simple. Voilà, donc on va donner quelques exemples avant de rentrer dans le... Donc des exemples, j'en ai déjà donné un là. Donc ça c'est un objet symétrique. N'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment, à poser. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre comme exemple? Par exemple, là j'ai parlé de la craie tout à l'heure, mais si je prends un exemple un petit peu encore plus simple, si j'essaye de dessiner la Terre, et que je veux étudier son mouvement, quelque chose comme ça. La Terre c'est quelque chose de très compliqué, il y a des montagnes et tout ça, mais je peux supposer que, en fait, ça va être une sphère parfaite, et ça va faciliter son étude. Donc là, quelle est la symétrie? Alors, je vais te revenir sur cet exemple un petit peu après, parce que c'est peut-être pas en fait. Quelle est la symétrie de la Terre? Donc quels sont l'ensemble des transformations qu'on peut faire qui laisserait cette Terre, si je suppose que c'est parfaitement sphérique, quelles sont les symétries qu'elle a? Quelqu'un? Symétrie par rotation autour de l'axe Z et autour de l'axe X. Ok, donc on a l'axe Z, on va dire que c'est l'axe nord-sud, là, du pôle nord au pôle sud. Donc effectivement, on peut tourner autour de ça c'est symétrique. Et autour d'un axe X aussi, oui, donc en fait autour de n'importe quel axe. Si c'est une sphère parfaite, je peux tracer n'importe quel axe, et je peux tourner autour. Donc j'ai un ensemble très très gros de symétrie, parce que j'ai toutes les rotations possibles, autour de tous les axes possibles. Donc j'ai une très grosse symétrie là. Donc cette symétrie, c'est la symétrie par rotation. Elle a un nom mathématique qu'on dira peut-être tout à l'heure. Mais donc très grosse symétrie. Et maintenant, si j'avais supposé que la Terre était un modèle un petit peu plus réaliste, mais disons qu'elle est un peu aplatie au pôle, vous savez, à cause de la rotation. Donc je vais supposer qu'elle est, alors je vais faire un dessin exagéré, mais je vais supposer qu'elle est comme ça. Donc si je suppose que la Terre est aplatie au pôle, quelle est la symétrie maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire comme transformation à ça qui laisse cette forme-là la même? Rotation autour de l'axe nord-sud. Voilà, on a toujours la rotation autour de cet axe-là. Et maintenant, on n'a plus la rotation autour de ça. J'espère que c'est clair. Vous voyez que si je tourne autour de cet axe-là, ça va plus être le cas. Si je tourne autour de celui-là, c'est pas le cas non plus, parce que vous voyez, elle est large comme ça. Donc on a une rotation qui est plus petite. Est-ce que vous voyez d'autres symétries à ça? Il n'y a que les rotations autour de cet axe, ou il y en a d'autres? Un axe qui passe par l'équateur. Alors, donc si je mets un axe qui passe par l'équateur, alors non justement, si on la tourne, il faudrait voir en 3D, mais elle est un peu comme, il faut voir comme une espèce de crêpe. Je peux pas la tourner autour d'un axe qui passe par l'équateur. T'es d'accord qu'on peut pas? Mais, oui? Une symétrie plane en passant par le centre de... Voilà, c'est presque ce que tu disais, Philippe, c'est pas n'importe quel angle, c'est si on la retourne complètement. C'est peut-être ça que tu voulais dire. Donc effectivement, il y a aussi si je dessine là un espèce de plan, là, il y a un plan de symétrie, on peut ou de façon équivalente un axe, mais alors il faut faire des rotations
180 degrés. Donc la symétrie, là, vous voyez, elle est beaucoup plus petite parce qu'il y a les rotations et puis cette réflexion. Alors là, il y avait plein de rotations autour de n'importe quel axe. Voilà, bon, donc ça, c'est des systèmes physiques. Et donc souvent, ça va être, si on veut faire de l'astronomie de base, par exemple, on va supposer que c'est parfaitement symétrique, on va même supposer encore plus, on va supposer que c'est un point, et ça tourne autour du Soleil, et ça va pas nous embêter trop. Par contre, si on veut regarder des effets un petit peu plus fins, il faudra peut-être regarder ce modèle-là. Et si on veut regarder des objets encore plus fins, si on fait de la géodésie ou tout ça, il faut commencer à mettre des montagnes dessus, alors là, il n'y a plus de symétrie du tout. Donc c'est très compliqué. Donc vous voyez, moins il y a de symétrie, plus c'est compliqué, plus il y a de symétrie, plus c'est simple. Alors pour prendre un autre système, si on prend la plupart des solides, si je prends des solides, disons des pierres, des choses comme ça, ça va avoir une structure compliquée, mais certains ont des structures assez simples, qui sont les cristaux, où on a les molécules qui sont disposées comme ça selon un schéma régulier, donc par exemple sur les grilles d'un quadrillage comme ça carré. Et donc là, il y a aussi une symétrie. Est-ce que vous voyez? Donc si je suppose que j'ai un réseau infini, j'ai vraiment une infinité de particules là, ou d'atomes qui sont là-dessus. Quelles sont les symétries de cette chose-là? Les translations. Voilà. Si c'est infini, hop, je translate d'une grille du réseau là, et hop, je trouve la même chose. Et puis, alors il y en a même d'autres. Là, on pourrait aussi voir des réflexions par rapport à ces axes, etc. Donc les cristaux sont aussi un cas particulier présentent des symétries. Vous voyez que c'est assez différent de ça, parce que là, c'est des symétries qu'on appelle discrètes. Vous voyez, on doit bouger d'un cran. Ça, on peut pas bouger infiniment faiblement. Alors que là, on peut tourner d'un angle de 1 milliardième de degré et ça marche. Donc dans les deux cas, on a une symétrie infinie, mais celle-ci est discrète alors que celle-ci est continue. Bon, on pourrait multiplier les exemples, je vais en donner juste d'autres. Si on étudie un problème très simple de la physique, de la mécanique de base, c'est l'étude du pendule. Vous prenez un objet au bout d'un fil et puis il se balance comme ça. Bon, bah là, pareil, il y a une symétrie. C'est un petit peu moins clair parce que l'objet lui-même, il n'est pas symétrique. Et l'objet, il a certaines symétries, mais si je commence à le faire se balancer, il n'est pas forcément symétrique. Mais le problème lui-même, il est symétrique par rotation. Vous voyez, si je prends un pendule, il se balance comme ça, il pourrait aussi se balancer comme ça, ou dans n'importe quel sens, et on s'attend à ce que les résultats soient les mêmes. Ça ne dépend pas de l'orientation. Donc là, c'est plutôt une symétrie des lois fondamentales qui dirigent le pendule. Ces lois fondamentales sont invariantes par rotation autour de l'axe, cet axe-là, autour duquel il est, au point auquel il est attaché. Bon. Et puis, pour donner un exemple de symétrie discrète finie, imaginons que vous avez trois particules comme ça, et qu'elles sont complètement indistinguables. Vous pouvez, par exemple, 3 électrons. Alors, une symétrie, c'est je peux en échanger 2, et je ne verrai pas la différence, parce qu'elles sont indistinguables par définition. Donc là, j'ai une symétrie de permutation par rapport à 3 électrons. Ok, donc ça, c'est des exemples de symétrie. Et alors, vous voyez, c'est un petit peu pénible si je veux parler de symétrie, parce que j'ai l'impression que je dois faire des dessins comme ça et décrire avec des mots un peu... c'est un peu long d'essayer de décrire quelle est la symétrie de ça, la symétrie de ça. Et donc l'idée, une idée qui est assez forte, c'est de formaliser et de voir qu'en fait une symétrie, c'est pas vraiment... Alors c'est attaché à des objets comme ça, mais on peut extraire quelque chose d'abstrait et qui dit quelle est la symétrie en tant que chose abstraite. Et après, elle sera réalisée sur plusieurs objets ici. Donc ça, c'est une idée assez forte. Donc là, c'est une idée mathématique, c'est vraiment une idée de modélisation. Donc pour modéliser, on utilise les maths. Et donc l'idée, c'est d'axiomatiser la notion de symétrie. Ce que ça veut dire axiomatiser. Axiomatiser, c'est un peu le processus de création des mathématiques. C'est de dire, on va essayer de trouver qu'est-ce que toutes ces choses-là ont en commun, tout ça, et puis toutes les symétries qu'on pourra jamais voir dans tous les systèmes physiques possibles. Et on va essayer de voir qu'est-ce que tout ça a en commun, lister les points communs. Et une fois qu'on aura listé les points communs, on va faire une inversion de la logique, et on va dire, ces points communs-là, c'est ça la définition d'une symétrie. Donc alors, on peut lister ce qu'il y a. Alors là, évidemment, ça c'est un travail qui est difficile. En général, il faut avoir beaucoup d'exemples, il faut trouver les bonnes choses. Et là, il n'y a pas vraiment de bon moyen de le faire. Il faut réfléchir assez et se dire, c'est peut-être ça.
quand on dit symétrie, peut-être que là je vais lister, ma liste sera exactement complète, elle caractérisera exactement ce que je veux dire par symétrie. Donc ça a été fait au cours des siècles. Il n'y a pas vraiment une personne qui a fait ça, même si en mathématiques, la notion de symétrie joue aussi un rôle, et bon, je ne vais pas en parler ici, mais quand on résout des équations, vous savez, en maths, on a des équations, genre x carré plus x plus 1 égale 0, et si vous avez une équation comme ça, elle peut avoir un certain nombre de solutions. Là, il se trouve que cette équation, elle a deux solutions, et les deux solutions, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Si vous résolvez cette équation, vous allez trouver 1 plus racine de 5 sur 2. Bon, j'avais dit que je ne mettrais pas d'équation, mais là, c'est juste pour un exemple. Et 1 moins racine de 5 sur 2. Ça, c'est les deux solutions de cette équation-là. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Et vous voyez qu'elles sont... J'espère que j'ai bien fait. Vous voyez que les deux solutions, elles sont assez proches. Il y a une symétrie qui est quoi ? Si j'échange plus et moins, vous voyez que ça devient ça et ça devient ça. Donc il y a une symétrie qui échange ces deux choses-là. Et donc ça, ça paraît un peu plus abstrait, mais en fait c'est vraiment plus simple parce que finalement c'est que des nombres et là c'est vraiment très clair ce que ça veut dire. Et donc, au XIXe siècle, en particulier Galois, donc pour citer un nom, a introduit une notion qui est la notion de groupe qu'on va voir là, et qui est précisément ce qui échange ces deux choses-là. C'est le groupe de Galois, il échange ça. Mais bon, donc ça c'est la partie mathématique, donc je vais oublier ça, mais c'est pour dire d'où vient le nom de groupe qu'on va avoir là. Mais on pourrait oublier ça et dire, on est juste des physiciens et on essaye de voir ce qu'il y a en commun à tout ça. Et donc les symétries, ce qu'on peut voir, c'est que la première chose, c'est qu'il y a forcément ne rien faire est toujours une symétrie. Ça paraît un peu... ça paraît un peu bête dit comme ça, mais c'est le cas. Vous prenez n'importe quel objet, vous prenez celui-là, on dit il n'a aucune symétrie, mais c'est pas vrai. Il a une symétrie qui est, si vous faites rien, ça le laisse bien invariant. Donc ne rien faire, c'est toujours une symétrie. La notion qui est vraiment au cœur de ça, vous voyez, c'est qu'une symétrie, c'est quelque chose qui laisse un objet invariant. Et donc, en particulier, si j'applique une symétrie, alors par exemple, je vais le faire sur la Terre, par exemple, je pousse sur celle-là, je tourne un petit peu, et après je retourne encore, c'est la même chose que si j'avais tourné d'un coup du double de l'angle. Donc on peut composer les symétries, si je fais donc deux symétries successives, sont une symétrie aussi. Deux symétries sont une symétrie, donc ça c'est très très important. Et puis, ce dont on se rend compte, c'est que il suffit pas. Donc ça c'est une chose, mais alors une chose c'est qu'on peut aussi défaire une symétrie. Par définition, une symétrie ça fait pas perdre d'informations. Parce que vous voyez, si on a une symétrie, je tourne un certain angle, je peux tourner de l'angle inverse, et comme ça je suis revenu à la situation initiale. Donc on peut toujours inverser. On peut revenir en arrière. Pour toute symétrie. Quelle que soit la symétrie que je fais, je peux revenir en arrière, et alors je serai revenu à l'état du début. Et puis il y a un dernier... on pourrait ne prendre que ça comme hypothèse. Il se trouve que si on prend que ça, c'est pas facile à voir, mais en fait on rate un petit peu des choses, on autorise beaucoup trop de choses. On autorise c'est dur à voir, mais on autorise des choses qui sont pas ce qu'on veut pour une symétrie. Ce qu'on veut pour une symétrie, c'est vraiment que ça agisse sur des objets. Donc on veut qu'il y ait vraiment un état des objets. Donc il y a une dernière condition un petit peu technique, qui est que si vous prenez un objet, vous lui appliquez une première symétrie, puis une deuxième symétrie, puis une troisième symétrie. L'idée c'est qu'on aurait pu se dire, mais la composition de ces deux-là, c'est une symétrie, donc je vais la mettre en rouge. Donc vous voyez, c'est d'abord faire la rouge, puis celle-là, ou ça pourrait être d'abord faire celle-là, puis la composition de ces deux-là. Bon, donc cette condition-là, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est pas si important, mais c'est ce qu'on appelle l'associativité. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas facile d'axiomatiser, parce qu'il faut trouver vraiment ce que veut dire être une symétrie. Et il faut avoir l'idée de dire que, oui, en fait, dans tous les exemples, ça marche bien. Si vous faites l'une puis l'autre, ou alors dans le sens, ça fait bien la même chose.
Bon, et donc supposons que ça, ce soit la bonne chose. Et donc la conclusion ou le postulat. Donc oui, un ensemble d'opérations qui satisfait tout ça. Un ensemble d'opérations qui satisfait tout ça. On appelle ça un groupe. Et donc cette notion-là, c'est très très important. Le groupe, dans le langage commun, groupe, ça veut juste dire un tas de trucs. Là, j'ai un groupe de feuilles, par exemple, mais c'est pas ça qu'on veut dire ici. Un groupe, ça veut dire un ensemble de trucs tels que il y a tout ça dedans. Donc dedans, il y a ne rien faire. Si j'ai deux éléments, je peux toujours en dire un troisième, etc. Donc c'est un terme technique, notion de groupe. Et la notion de groupe, c'est l'axiomatisation de la symétrie. Donc le postulat. Donc vous voyez, si vous êtes un mathématicien, rien ne vous empêche de dire maintenant, j'oublie les symétries et tout, moi je veux juste regarder les ensembles qui satisfont ça, et j'appelle ça des groupes et je les étudie. Ça c'est parce qu'en maths, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais maintenant, nous, on veut faire de la physique ici, et donc le postulat, c'est que, à la base, on voulait comprendre les symétries, c'est-à-dire ce qui simplifie l'étude du monde, et donc le postulat, c'est que les symétries sont capturées, je ne sais pas si capturer c'est un bon mot en français, mais sont capturées par la notion mathématique de groupe. Donc là, quand je dis les symétries, c'est les symétries sous-entendues en physique. Donc voilà, ça c'est un peu le postulat de base. Comme je dis, les mathématiciens ont défini les groupes au XIXe siècle, et puis il a fallu un petit peu de temps pour que les physiciens qui ont utilisé les symétries, mais un peu avec les mains comme ça, réalisent à quel point c'est important, et à partir du XXe siècle, on s'est rendu compte que, ah bah oui, en fait, ça a l'air de bien coller, et donc à partir du XXe siècle, les physiciens se sont aussi mis à étudier les groupes de façon totalement intensive, et c'est vraiment un objet totalement quotidien de tous les domaines de la physique. Et même de certains domaines de la chimie, de n'importe quoi. Mais en particulier en physique théorique, c'est vraiment un objet, c'est peut-être une des notions les plus fondamentales de toute la physique théorique. Bon. Et donc juste pour, donc je vais donner des exemples et tout ça, mais juste pour donner un petit aperçu de, si j'arrive à la fin, les développements récents, comme je dis, donc j'ai parlé du 19e siècle, 20e siècle, les développements récents du 21e siècle, disons à partir des années 2000, à partir de 2015, par là, en fait, c'est de remettre en cause ça, de voir qu'en fait, comme j'ai dit, c'est très dur d'axiomatiser. On pensait l'avoir bien fait, mais peut-être pas complètement. Donc en fait, c'est peut-être pas la notion de groupe. On verra peut-être ça tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Oui. Est-ce qu'il y a un exemple simple qui montre que l'associativité est nécessaire? Alors, je vais peut-être y répondre comme ça. Donc, l'idée, c'est que vous voyez ici, j'ai des exemples. J'ai mis exemple de groupe, plutôt exemple d'objets symétriques. Et maintenant, pour chacun d'entre eux, je vais associer un groupe. Donc, vous voyez, si vous avez un objet physique, si j'ai un objet physique, je veux pouvoir dire quelle est sa symétrie. Donc, je veux pouvoir obtenir une symétrie, c'est-à-dire un groupe. Donc je veux avoir vous voyez, je veux pouvoir, pour n'importe quel objet physique, je veux pouvoir dire quelle est sa symétrie, donc quel est son groupe. Donc ça, je vais le faire sur des exemples qui est là, je vais leur donner un. Et maintenant, il y a aussi une autre question, on pourrait se demander le truc inverse, on pourrait se demander, étant donné une symétrie, quels sont tous les objets physiques qui ont cette symétrie-là. Par exemple, vous voyez, là j'ai identifié que les symétries, c'était les rotations. Quels sont tous les objets possibles qui ont cette symétrie-là? En fait, il n'y en a pas beaucoup, il y a essentiellement que les sphères. Donc cette question inverse, c'est la question c'est ce qu'on appelle la question des représentations. Puisque, vous voyez, j'ai un objet abstrait, le groupe, et je veux le représenter de façon concrète sur un objet physique. Et il se trouve qu'une représentation, c'est vraiment un état des choses, donc il faut avoir une notion de comment est le truc après qu'on a fait une ou deux transformations. Et alors, si on a une représentation, forcément, on a cette chose-là, juste parce que j'ai un truc là, un truc là, un truc là, un truc là. J'ai pas que les flèches, j'ai vraiment un état à chaque fois. Et donc, forcément,
si on veut pouvoir avoir ça, il faut qu'il y ait l'associativité. En gros, c'est ça. Bon, mais je sais pas si c'est peut-être un petit peu abstrait. En tout cas, essayons de voir sur les exemples qui sont là, les groupes. Donc on peut leur donner des noms. Alors les mathématiciens sont inventifs pour les noms. Bon, pour nous, ça ne va pas nous intéresser trop parce qu'on ne va pas faire grand-chose. Mais là, par exemple, j'ai 3 particules qu'on peut échanger de toutes les façons possibles. Et donc là, le groupe, ce sera, on l'appelle S3 parce qu'on permute 3 objets. Si j'avais 10 000 objets, j'aurais S 10 000. Là, j'ai le groupe, vous voyez, des rotations autour de cet axe-là. Donc, on pourrait l'appeler les rotations autour d'un axe, mais il se trouve que mathématiquement, ça a un nom, on va l'appeler ça U1. Bon, c'est comme ça. Là, vous voyez, il y a aussi U1. Il y a U1, mais comme on a dit, il y avait U1, mais il y a aussi les réflexions par rapport à cet axe-là, par rapport au plan. Donc, une réflexion par rapport à un plan ou par rapport à un axe, c'est la même chose. Comme c'est, souvent on l'appelle Z2, en physique en tout cas. Ça veut juste dire, vous voyez, c'est un peu le groupe le plus simple montré. Alors, le plus simple de tout, c'est ne rien faire. Comme j'ai dit ici, on va l'appeler 1. Cet objet-là, il a le groupe trivial 1, qui contient juste ne rien faire, aucune autre symétrie. Le groupe le plus petit qui n'est pas celui-là, c'est celui-là, il contient juste 2 éléments, c'est ne rien faire ou faire la symétrie. Mais vous voyez que si j'avais pris, par exemple là, j'avais pris 2 objets et non pas 3, 2 objets identiques, je peux aussi juste les échanger. Et donc le groupe de symétrie, donc ça va être S2, comme j'ai dit. Et en fait, vous voyez que c'est la même chose que Z2, puisque je peux juste les échanger ou ne rien faire, j'ai pas d'autre solution. Donc en fait ça, c'est une représentation différente de ça, mais c'est le même groupe à la fin, la même symétrie. Dans les 2 cas, je peux juste échanger un truc, et si je le refais, je reviens au point de départ. Et j'ai plein d'incarnations de ce groupe Z2. Dès qu'on a un truc qui est symétrique, juste par quelque chose, et quand on le refait, ça revient au début, c'est ce groupe Z2. Donc on a en général, ça, on a vraiment plein de représentations. Je ne devrais pas mettre une seule flèche. Je devrais mettre une flèche multi. Et pour un groupe, j'ai plein de façons de le représenter. Alors, voilà. Et donc pour donner quelques... Oui, j'aurais pu donner ici. J'avais commencé par parler d'école primaire. À l'école primaire, donc on apprend 2 types de symétrie. On apprend la symétrie par rapport à un axe, et on apprend la symétrie par rapport à un point. Donc, vous voyez, si vous avez un point, un centre de symétrie, alors vous pouvez avoir le symétrique de ce point-là. Ça, c'est ce point-là. Donc si vous avez un objet qui est... Je vais essayer de dessiner un truc. Allez, je dessine une flèche, par exemple. Alors le symétrique de ça va être la flèche qui est là. Et symétrique par point. Donc là, le groupe de symétrie, c'est encore le même Z2. Donc vous voyez, à l'école, on dit c'est très important de distinguer ça, c'est pas du tout pareil que ça. C'est vrai, c'est pas du tout pareil, la situation géométrique, mais c'est la représentation du même groupe, le groupe Z2. Ok, alors maintenant, il faut qu'on dise à quoi ça sert tout ça. Une fois qu'on a formalisé la notion de symétrie, il faut essayer de dire quelles vont être les applications physiques. Oui. J'ai une question. Pour l'axiome de rien faire est toujours une symétrie. Par exemple, si on prend l'objet que vous avez assigné au groupe 1, si on fait une rotation autour de 360 degrés autour d'un axe quelconque, il reviendra au même état initial. Est-ce qu'on considère du coup que c'est ne rien faire ou c'est une symétrie quand même? Alors oui, c'est une symétrie qui est ne rien faire. Parce que faire une rotation de 360 degrés sur n'importe quel objet, c'est ne rien faire. Et il y a des objets en physique où justement ça ne fonctionne pas. C'est des rotations de 720 degrés, c'est pour ça que... Oui, alors effectivement, donc ça c'est une très bonne question. Alors on pourrait se demander, oui, c'est une très bonne question. Là, j'aurais peut-être dû dire, alors il y a plusieurs façons de répondre à ça. Disons en physique classique, en tout cas, on va avoir cette chose-là. L'effet dont on parle, c'est quand on a par exemple un spin, un demi, effectivement, on a des objets tels que, si on fait une rotation de 360 degrés, ils reviennent pas à eux-mêmes, il faut refaire une deuxième fois pour revenir. Et donc ça, on peut le voir de différentes façons. Soit on dit, en fait, on n'a pas vraiment identifié le bon groupe de symétrie. Le bon groupe de symétrie, c'est pas vraiment des rotations. En fait, on a l'impression qu'on est dans l'espace 3D normal et qu'on peut faire des rotations, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Il faut passer à un groupe
qui permet justement de faire de voir qu'une rotation seulement, ça peut être non égal à rien faire, et que c'est 2 fois. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Ou alors on s'en sort en disant que si on est en physique classique, on n'aura pas ce genre de choses-là. Et qu'en physique quantique, on autorise ça, donc on autorise que, effectivement, on peut ne rien faire à un signe près, donc c'est ce qu'on appelle les représentations projectives. C'est un peu 2 façons de voir. Mais bon, c'est un cas intéressant, mais bon, voilà, je vais pas trop en parler là. Mais effectivement. Alors, donc quelles sont les utilisations de ça qu'on peut faire en physique? Bah, comme j'ai dit, essentiellement, par exemple, si je reprends... Ah oui, là, j'ai pas donné le groupe. Le groupe, vous voyez, c'est toutes les translations possibles. Les translations, vous voyez, c'est donné par les entiers. Donc Z, le symbole là, Z que j'ai mis là, c'est les entiers. Et comme on peut faire des entiers, on peut bouger de n'importe quel entier vers la droite ou vers la gauche. Donc on a un premier entier positif ou négatif, et vers le haut ou vers le bas. Donc on va avoir Z2. Ben, le 2 il est en haut, ça veut dire qu'on peut faire tous les entiers dans un sens ou dans l'autre. C'est pas du tout le même que le 2 qui est là. Et donc quand on a un système physique, on va pouvoir dire que si on veut étudier un cristal, par exemple, on va dire, simplifions, on imagine d'abord que toutes les particules sont vraiment réparties parfaitement symétriquement, donc avec le même espacement partout. Ici, tous les espacements sont les mêmes. Ça, en général, c'est un état qui est facile à comprendre, parce qu'on a beaucoup de symétrie. Et ensuite, on va dire, mais en fait, elles sont pas exactement là, les particules, elle est pas exactement là, mais elle est là, celle-là, elle est là, celle-là, elle est là, etc. Elles sont un petit peu pas exactement à leur point de départ, et donc, mais comme ça, c'est petit, on va pouvoir approximer et comprendre la physique comme ça. Donc c'est ça un peu l'idée des symétries et des brisures. C'est d'abord on comprend la situation symétrique, et ensuite on brise un petit peu et on essaye de comprendre ça. Et si on comprend, on peut aller plus loin, etc. Donc je vais donner un exemple d'utilisation concrète au XXe siècle de cette notion-là. En physique des particules, pour m'approcher un petit peu des choses que moi je fais, même si on est un petit peu loin. Donc dans les années les 50, 60, les physiciens des particules commencent à faire joujou avec des objets tout à fait extraordinaires qui sont des collisionneurs de particules. Donc là c'est simple, on prend des particules qu'on connaît bien, on prend des protons, des choses comme ça, et on les collisionne et on regarde ce qui sort. Et on voit qu'il y a plein de nouvelles particules qui sont produites, juste si on met suffisamment d'énergie. Vous savez, il y a l'équivalence masse-énergie. Si on met suffisamment d'énergie, on peut créer des particules potentiellement de plein de masses possibles. Et en particulier des particules qui étaient relativement lourdes, disons beaucoup plus lourdes qu'un électron, et même plus lourdes que les protons ou les neutrons, qui sont particules assez lourdes qui sont dans le monde usuel. Et donc, ce qu'on observait, c'est une prolifération de particules qu'on appelle des hadrons. Les hadrons, ça veut juste dire des particules assez lourdes. Ça veut dire, pour nous, ça veut dire plus lourd que les électrons, et même je ne rentre pas dans les détails. Et donc on a vraiment une prolifération, c'est-à-dire qu'au début, vous savez, une des idées de base de la physique aussi, avec l'idée de simplifier, c'est de réduire, c'est du réductionnisme, c'est d'essayer de comprendre les composants fondamentaux. Donc par exemple, vous savez qu'on a tout un tas d'atomes qui existent, le fer, le carbone, tout ça, et en fait on peut tout réduire à protons, électrons, neutrons. Donc ça c'est bien, quand on est dans cet état-là, on se dit en fait il n'y a que 3 composants fondamentaux et donc on est tranquille. Sauf que en fait non, on se rend compte que en fait il y a une version du neutron qui est un peu plus lourde, et puis encore un autre, puis encore une autre, et il commence à y en avoir des 10, 15, 20, 30, donc des quantités prodigieuses, donc c'est cette prolifération. Et donc on appelait ça le zoo des particules, parce qu'on avait l'impression de trouver des nouveaux animaux à chaque fois. Et d'ailleurs il y a plusieurs physiciens qui disaient à l'époque que s'ils avaient su que ça allait devenir ça, la physique des particules, ils seraient partis dans la botanique ou la zoologie, parce que c'est plus facile de classifier ça que de classifier toutes ces particules qui sortaient de là. Et donc on se retrouve à nouveau dans une situation très compliquée à ce moment-là, et on ne comprend pas vraiment la situation. Et là, alors pareil, il a fallu une idée de base, c'était de dire, une idée qui a émergé à peu près à ce moment-là, qui était de dire, est-ce qu'on peut pas trouver des symétries là-dedans? Donc vous voyez là maintenant on est dans un espace un peu abstrait, on n'est plus dans un objet
comme j'ai dessiné là j'avais des objets, je regardais la symétrie. Là, on va être dans un espace abstrait qui est l'espace de toutes les particules. Mais on peut essayer de représenter ça. Ça, on peut faire des graphes. Donc, par exemple, si je prends toutes ces particules là qui émergent et je mesure, pour ces particules, je vais mesurer deux quantités que les physiciens des particules savaient bien mesurer. L'une, c'est ce qu'on appelle l'isospin. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais c'est une sorte de, c'est une chose qu'on peut mesurer. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle l'hypercharge. Donc, rentrons pas là-dedans, mais en tout cas, on a un accélérateur de particules, on produit des particules, et pour chaque particule produite, on mesure leur isospin et leur hypercharge. Et dès qu'on trouve une particule, on va mettre un point là-dessus. Ici, on fait ça. Alors déjà, juste pour étalonner un petit peu le truc, l'isospin, c'est l'idée que, pour revenir sur symétrie et brisure de symétrie, j'ai dit tout à l'heure que proton, neutron, électron, c'était les trois particules qui composent les atomes. Hein, pour un petit rappel, quand on a un atome, on a un noyau avec des neutrons, des protons, et plein de neutrons, de protons, etc. Et puis autour, on a des électrons qui grattent. Ça, c'est la structure d'un atome. Les protons et neutrons, ils sont à la fois très semblables et très différents. Très semblables parce que leur masse est à peu près la même, et beaucoup de leurs propriétés sont à peu près les mêmes, mais très différents parce que le proton il est chargé positivement, et le neutron il est neutre, comme son nom l'indique. Et donc cette idée-là, on va la mettre sur ce graphe-là en disant ce qui les unit, ce qui fait que les protons et les neutrons sont similaires, c'est l'hypercharge, il y en a même hypercharge. Donc, dans une certaine unité, ils vont être là. Mais ils ont un isospin différent. L'isospin, c'est ce qui distingue le proton du neutron. Donc, on va mettre le proton ici, et le neutron ici. Et maintenant, sur ce même graphe, on va essayer de mettre les autres particules qu'on trouve. Et alors là, je ne connais pas les noms par cœur, mais ici, quand on trace ces autres particules qui sortent des accélérateurs, on trouve un machin qui s'appelle le sigma plus, qui se trouve ici, un autre qui s'appelle le sigma 0. Alors, vous voyez déjà, les noms reflètent le fait qu'on se rend compte qu'ils ont des propriétés similaires. Le sigma moins, le xi 0 et le xi moins. Donc voilà, et une autre encore, le lambda, qui se met aussi au milieu là. Donc on obtient ce schéma-là. Et alors là, même si vous voyez, si on complète ça, on voit qu'il y a quand même une forme qui a l'air de se mettre en évidence. Si je l'ai bien dessiné, vous voyez, on a un hexagone tout à fait régulier. Et si je trace même les diagonales ici, on a un pavage, un peu comme mon cristal de tout à l'heure, sauf que c'est un pavage triangulaire. Vous voyez, ça c'est dans un espace abstrait. C'est dans l'espace de toutes les particules, on obtient ça. Et vous voyez que, imaginez qu'on a fait des expériences d'accélérateur et qu'on n'ait pas trouvé celui-là, par exemple. Donc on a tout sauf celui-là. Dans ce cas, la symétrie, là, elle est brisée. On a un hexagone presque complet et il nous manque un sommet. Ce serait quand même gênant. Et heureusement, la nature, elle est suffisamment simple. Elle fait que les objets les lois fondamentales, elles possèdent certaines symétries. Alors, qui peuvent être approchées, comme j'ai dit, neutron et proton, c'est pas vraiment la même chose, mais ça marche quand même pas mal. Et ce dont on se rend compte, c'est que non seulement ça se met dans cet arrangement bien symétrique, mais si on regarde les masses de ces deux-là, comme j'ai dit, les masses là, elles sont à peu près les mêmes, et puis les masses de celles-ci ici sont aussi à peu près les mêmes, de ces trois-là, et puis les masses ici sont les mêmes, et donc on observe vraiment tout un tas de régularités. Donc ça, identifier ces régularités, c'est identifier une symétrie qui est cachée, qui est une symétrie abstraite, qui n'est pas une symétrie d'un objet physique, mais qui est réalisée par la théorie. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Bon, alors, mais comme j'ai dit, il y avait plus, là j'ai dit 8 particules, mais il y en avait beaucoup plus que 8, on en a des dizaines. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis ces 8 là ensemble? Parce qu'elles avaient des propriétés de masse et tout ça, elles se rangeaient bien ensemble. Et on peut faire ça avec d'autres, donc on prend les mêmes axes, ici, et on en trace d'autres. Alors, je ne vais pas mettre tout leur... Ça commence un peu pareil. Sauf qu'il y en a une là aussi. Donc vous voyez, le réseau triangulaire continue. Et donc si une autre famille de particules contenait toutes ces choses-là. Pareil, peut-être donner les noms, et donc les noms,
Ceux-là, on les appelle les deltas. Delta 0, delta plus, delta plus plus. Vous voyez toutes les régularités? Vous voyez les charges, elles augmentent toujours de 1 quand on part par là. Et puis là, c'est des sigma étoiles moins, sigma étoile 0, sigma étoile plus, xi étoile 0, xi étoile moins. Voilà. On trouve ça. Et alors là, on peut faire pareil. Vous voyez, on observe qu'il y a une régularité encore. Si je trace tout ça, ben j'obtiens encore une fois un magnifique réseau triangulaire qui est le même que là-bas. Sauf que, ben là, je ne sais pas si vous voyez que... Oui. Si on dessine les électrons, par exemple, ça serait où? Ah, alors les électrons, ce sera... Les électrons sont complètement différents, que ce soit j'ai mis hadron. Donc hadron, ça veut dire lourd. Et lourd, ça veut dire pour moi beaucoup plus lourd que l'électron. Donc effectivement, je pourrais me demander où se situe l'électron là-dessus. Bah, si je mesure l'hypercharge et l'isospin de l'électron, ça va être 0. Et donc en fait, je pourrais le mettre au milieu si je voulais, mais il serait complètement séparé de tout ça. Donc lui, il n'est pas relié justement par des symétries à toutes ces particules-là. Il est en quelque sorte, pour lui, la symétrie qu'on est en train de découvrir là, elle agit de façon triviale, donc elle nous apprend rien. Mais effectivement, c'est une bonne question. Donc l'électron ne va pas jouer là-dedans. Et donc ça, c'était la situation dans les années, alors je sais pas, les années 60, je n'ai pas noté les dates. Et est-ce que vous voyez que cette figure-là, elle est quand même pas totalement satisfaisante? Ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui manque? Ah, j'ai oublié le mot des deux chemins en bas, tout en bas. En bas, ouais. Ah, ouais, donc ça, c'est les xi, voilà. Il manque quelque chose encore en dessous, là. D'accord? Je sais pas, c'est ça que tu voulais dire. Donc effectivement, il a l'air de manquer quelque chose ici. Si j'avais quelque chose ici, alors ben, je pourrais compléter ce dessin. Et là, ce serait parfaitement symétrique. Ce serait quand même plus satisfaisant. Et donc, donc tout ça, toutes les particules qui sont en bleu, là, elles étaient détectées. Et les physiciens, en particulier Gell-Mann, a prédit, à cause des arguments de symétrie, il a dit, il doit y avoir une particule que vous n'avez pas encore détectée, qui doit être ici. Mais quand on dit ici, c'est pas un endroit physique, ça veut dire avec une certaine hypercharge, un certain isospin, et même une certaine masse. Parce que comme j'ai dit, on peut prédire, on a des régularités de masse. Donc il a pu prédire que ici, je vais noter un petit peu les masses. Les particules là, par exemple, elle a 1232 MeV, MeV c'est l'unité de masse. Celle-ci, elle a 1385. Celle-ci, elle a 1533. Et vous voyez, c'est comme dans les énigmes, là, compléter la suite. Là, c'est facile, à chaque fois on ajoute 150 à peu près. Mais donc, il n'y avait que ça comme argument pour dire qu'il y a une particule, que juste que ça soit asymétrique? Non. Ouais, mais c'est assez puissant comme argument, parce que ce serait bizarre s'il y avait pas, si une symétrie comme ça n'était pas respectée. Mais disons que c'est une hypothèse, effectivement, et ça va pas être respecté, mais ce qu'il a dit, c'est que pour compléter ça, il doit y avoir une nouvelle particule non détectée ici, d'une masse qu'on peut prévoir, juste en complétant la suite. Là, on ajoute 150 à chaque fois, donc on trouve 1680. Et elle doit avoir telle propriété. Et voilà, juste par les arguments de symétrie, on prévoit. Et alors effectivement, il n'avait pas à avoir raison, mais il se trouve qu'il a eu raison. Et donc, en fait, il y a bien une particule ici qu'on appelle le oméga, qui a été détectée, et qui satisfait ces contraintes-là, toutes les caractéristiques prévues par ça. Donc, mais effectivement, pourquoi est-ce que... Oui. Est-ce qu'il y a une propriété physique qui dit, par exemple, que si cet objet il suit cette loi, il y a forcément une symétrie, sans regarder l'objet lui-même? Alors, s'il obéit à cette loi, c'est qu'il est symétrique. Oui et non. Alors, on pourrait... Peut-être que la façon de voir la question, c'est on peut se demander, on voit que des objets obéissent effectivement à cette régularité, est-ce qu'il y a vraiment une symétrie? Ça, on pourrait se demander ça, mais par mon postulat, enfin la façon dont j'ai défini, de façon un peu triviale, oui, il y a une symétrie, puisqu'il y a des actions qu'on peut faire là-dessus. On peut prendre ce triangle, le retourner, etc. Donc il y a des symétries. La question c'est, est-ce que ces symétries ont un rôle fondamental? Est-ce que c'est juste un accident que j'ai des... Parce qu'évidemment, je peux m'amuser à dessiner un graphe et mettre des choses et faire des symétries. Est-ce qu'il y a une raison fondamentale à tout ça? Et effectivement, c'est la question que les gens se sont posés après ça. Ils ont observé tout ça et ils ont dit, est-ce que oui, non seulement il y a une symétrie là-dedans, mais je pourrais faire d'autres graphes comme ça où il y aurait les mêmes symétries avec ces triangles-là. Et donc on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas un principe sous-jacent qui explique d'un coup toutes ces symétries? Et ça, ce serait quand même mieux, ce serait une sorte de
j'allais dire supersymétrie, mais c'est pas la supersymétrie, une symétrie plus forte que tout ça, qui expliquerait tout. Et il se trouve que oui, donc je peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est l'idée que, vous voyez ce petit triangle là qu'on retrouve partout, qui construit toutes les choses là, on va dire qu'en fait ça c'est la brique fondamentale. Donc on pensait que toutes ces particules là étaient élémentaires, mais en fait elles le sont pas. L'idée c'est qu'il y a un truc plus fondamental qui est ce triangle là, qui est un truc un peu abstrait, hein, c'est un triangle dans l'espace des théories, dans l'espace des particules, mais ce triangle là c'est ça la brique fondamentale. Et donc chaque coin du triangle, on va appeler ça par un nom nouveau, parce qu'a priori ça n'a rien de réel. Et donc le nom qui a été trouvé pour désigner ce triangle, c'est les quarks. Il y a un mot qui ne veut rien dire. Mais ouais, faut trouver un nouveau mot. Et donc les trois sommets vont être trois quarks. Et à partir de ces quarks, on peut les combiner et obtenir toutes ces autres particules-là. Et il s'est trouvé que cette hypothèse, qui se base sur le fait qu'on a reconnu la symétrie là, s'est trouvée vérifiée, qu'après on peut faire d'autres prédictions expérimentales, et en fait ça marche très bien. Et donc maintenant, on reconnaît qu'en fait, c'est plus que juste un modèle de symétrie, il y a vraiment des particules qu'on n'observe jamais toutes seules, on observe toujours dans des particules composées comme ça, mais qui s'appellent des quarks. Il y en a au moins 3, il y en a plus que 3. Et elles sont échangées par une symétrie, qui est une sorte de symétrie S3, voilà, comme je l'avais dessiné là. Vous voyez, les 3 quarks, qui sont dans un certain sens indistinguables. Et voilà. Et alors, il faudrait que j'explique beaucoup de choses sur ça. La symétrie, il faut expliquer l'aspect quantique de ça. Donc ouais, c'est un groupe beaucoup plus gros que S3. Mais disons là-dessus, ça se réduit à ce S3 là. Et la symétrie, elle n'est pas exacte, elle est un petit peu brisée, dans le sens où c'est 3 quarks, alors on va leur donner des noms. Il y en a un qu'on appelle, alors je vais dessiner comme ça. Il y en a un qu'on appelle up, un qu'on appelle down, et un qu'on appelle strange, étrange. Et alors, vous voyez, c'est un petit peu brisé dans le sens où ces deux-là, ils ont vraiment à peu près la même masse, mais celui-là, il est quand même plus lourd. Et c'est pour ça que vous voyez dans mes figures, la symétrie, elle est un peu brisée. En fait, il faut imaginer qu'elle est un peu tiltée. Les particules du bas sont toujours plus lourdes que celles du haut, parce que le quark étrange ici, il est plus lourd que celle-là. Alors que la symétrie gauche-droite, elle est beaucoup mieux préservée. Mais la distinction, c'est que celles-ci ont une charge différente, et donc c'est pour ça que les particules là ont des charges différentes. Oui. Et les particules sigma, etc., sont les particules plus lourdes ou moins lourdes dont tu parlais, par exemple, du proton, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Là, lui, par exemple, c'est une sorte de cousin du proton, qui est similaire sur certains aspects, mais pas sur d'autres. Il a une masse un peu plus élevée, il a une hypercharge différente, etc. Mais il est aussi composé de 3 quarks, et pour tout un tas d'interactions, il se comporte de la même façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Donc voilà, là pour résumer, on a identifié une symétrie, et alors on a pu faire une prédiction expérimentale qui a mené à une découverte concrète, et ensuite on a pu créer même un nouveau modèle qui permet d'expliquer une pléthore d'autres phénomènes. Ça c'est vraiment l'idée derrière ça, oui. Concernant les antiparticules sur un graphe comme ça, du coup par exemple l'antiproton, on le mettra au même endroit que le proton, ou il sera symétrique par rapport à un certain axe ou un autre? Très bonne question, oui, il va être effectivement symétrique. Donc j'aurais pu dessiner, je pourrais dessiner les anti-quarks. En gros, il va falloir juste retourner le triangle, et donc on va avoir une sorte de symétrie, et tout va être inversé. Et donc effectivement, on sait que la charge électrique pour une antiparticule doit être opposée, donc il va y avoir certaines transformations. Je ne sais pas exactement comment l'hypercharge se transforme, mais peut-être que le proton va passer ici, etc. Il va y avoir des... Mais essentiellement, ça va passer aux particules, aux antiparticules. C'est une symétrie qui, en quelque sorte, est indépendante de celle qui relie entre elles, et du coup, les figures vont être vraiment identiques. Juste, on va quasiment leur appliquer une symétrie, mais il va y avoir une copie de celle-là, une copie de celle-là, avec toutes les antiparticules. Bon, alors il me reste 10 minutes, j'ai commencé un petit peu... Donc je vais juste essayer de... Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les symétries, et alors je vais en dire quelques-unes qui sont très importantes. C'est ça. Donc vous voyez, on est passé, je viens de les effacer, mais j'avais des objets concrets qui étaient symétriques, et je suis passé subrepticement dans un formalisme un petit peu plus abstrait où je regarde les symétries, non pas d'objets concrets, mais des lois fondamentales. Et là, les symétries, les lois fondamentales nous disent que j'ai des particules de ce type-là, et ces lois ont des symétries.
Et en fait, c'est un raisonnement qui est assez fructueux. On peut regarder les symétries des lois fondamentales. Alors c'est un peu vague ce que j'appelle loi fondamentale, mais disons c'est les choses qui... Si les lois fondamentales ont une certaine symétrie, ça veut dire que si je fais une expérience qui respecte les lois fondamentales, et ensuite j'applique cette symétrie et je refais l'expérience, je dois trouver le même résultat. Donc ça paraît abstrait, mais en pratique c'est très concret. Si je fais une expérience ici, je fais de la chimie ou n'importe quoi ici, ou si je le fais là-bas, je vais trouver la même chose. Donc j'ai une invariance, où que je sois dans l'espace, je vais avoir les mêmes résultats. Donc j'ai une symétrie, par exemple, par translation dans l'espace. Et donc vous voyez, c'est vraiment, si vous pensez aux lois fondamentales comme un objet, cet objet, il a une symétrie qui est la translation. Voilà, on est ici, on est à Paris, à Londres, ça va être les mêmes résultats. On a aussi la translation dans le temps. Si je fais une expérience aujourd'hui ou demain, a priori, on va obtenir le même résultat. On a aussi la rotation. Alors là, sur Terre, on l'a pas vraiment, mais donc sur Terre, cette symétrie est brisée, hein, de la même façon que... Mais si je me mets très loin dans l'espace interstellaire, j'ai une symétrie par rotation, que je sois en haut ou en bas, ça change pas grand-chose. Donc les rotations. Et puis pour ceux qui savent ce que ça veut dire, en physique relativiste, on a donc la relativité restreinte qui nous dit qu'en fait, espace et temps sont reliés, donc on peut faire des rotations qui mélangent l'espace et le temps. C'est ce qu'on appelle les transformations de Lorentz. Ça, c'est des signes. Donc toutes ces choses-là sont les symétries fondamentales des lois de l'univers. Et alors ça nous aide énormément d'avoir ces choses-là. Et vous voyez que toutes ces symétries-là sont des symétries continues en plus. Il y a aussi des symétries discrètes, par exemple ce dont tu parlais de la relier matière-antimatière, c'est une symétrie discrète, c'est un Z2, comme je l'avais écrit quelque part. Mais ça, c'est des continues. Et il y a un théorème assez fondamental, qui est qu'il y a une façon de se servir de ces symétries-là. Au lieu de juste de dire, il y a une symétrie et c'est cool, on peut s'en servir pour construire des quantités qui sont conservées. Et le fait que les lois fondamentales satisfont ça, ça veut dire que les quantités conservées associées sont vraiment fondamentales. C'est un principe absolument fondamental de la physique, que les quantités qui sont associées à ça, par un théorème, on peut les construire explicitement, je ne vais pas pouvoir expliquer comment, mais elles sont vraiment toujours conservées. Et ces quantités, certaines vous connaissez bien, par exemple celle associée à la translation dans le temps, c'est l'énergie. Il y a un principe fondamental, c'est la conservation de l'énergie. C'est associé au fait que les lois fondamentales sont invariables par translation dans le temps. Ici, ce serait la quantité de mouvement. Et puis la rotation, c'est le moment angulaire. Qui sont donc là des quantités de mécanique classique qui sont conservées. Et je vais laisser ici, pour ceux qui sont dans la salle et qui veulent réfléchir, parce que souvent dans les livres c'est pas indiqué, donc je vous laisse réfléchir à quelle est la quantité conservée associée aux transformations de Lorentz. Petit bonus. Et comme il me reste 5 minutes, je vais essayer maintenant donc là j'ai passé vraiment 2 minutes sur ça, mais c'est un principe assez fondamental, et bon, j'ai décidé de me focaliser sur ça, mais j'ai plus trop de temps. On pourrait passer très longtemps à discuter de ça, mais je voudrais donner une vision un petit peu spéciale maintenant de ça, et j'avais promis de remettre en cause ce postulat, il faut quand même que j'en dise un mot ou deux. Donc le fait qu'on a des quantités... Je vais ajouter une ligne à mon... il y a une symétrie alors là, qui est un petit peu plus difficile à décrire. Maintenant, je vais me placer dans le cadre de la théorie quantique des champs, qui est la théorie qui décrit les particules et tout ça. Et il y a une symétrie qui est une rotation dans un espace abstrait. Donc je vais appeler ça changement de phase. Donc bon, c'est pas très clair, mais il faut imaginer que les champs fondamentaux, c'est des sortes de petites flèches, et si je les tourne toutes d'un coup, la physique ne change pas. Bon. C'est une symétrie qu'on peut identifier dans certaines théories, en particulier dans l'électromagnétisme, qu'on connaît tous. Et la quantité conservée associée, c'est la charge électrique, tout simplement. Donc ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que la charge électrique, c'est une quantité conservée. Donc si vous avez, c'est vraiment ce qu'on fait dans les circuits électriques, tout ça, si vous avez une enceinte fermée, et vous mesurez la charge électrique qu'il y a là-dedans, il y a une certaine charge qu'on appelle Q, et puis vous vous assurez que les parois sont parfaitement étanches à tout phénomène physique, hein, c'est un système isolé, alors si vous me remesurez la charge demain, elle sera la même. La charge est conservée. Alors vous voyez, mon histoire de parois complètement hermétique à tout phénomène physique, c'est un petit peu abusé peut-être. Donc pour faire un petit peu plus simple, on va dire, je vais plutôt regarder la charge électrique totale de l'univers. La charge électrique totale de l'univers est conservée. Donc, vous voyez, je suis parti d'une idée que j'avais une symétrie locale, je n'ai pas vraiment expliqué comment, mais on va admettre que ça nous implique que la charge électrique totale de l'univers est conservée. Aujourd'hui, demain, après-demain, sera toujours la même. Très bien. Maintenant, je vais essayer de faire un dessin pour illustrer ça. Pour faire ce dessin, il faut que je mette l'espace et le temps. Donc, je vais mettre le temps, ici, et puis l'espace, donc disons X, Y, il faudrait que je mette Z aussi, mais vous voyez, j'ai plus de place. Donc je vais dire qu'il n'y a que X et Y, et puis vous imaginez Z dans la tête. Et alors maintenant, qu'est-ce que c'est la charge électrique totale de l'univers? Eh bien, c'est du la craie, voilà. Vous voyez, je le mesure à un certain jour. Donc là, par exemple, ça c'est le temps, donc là il y a aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, ça c'est demain, ça c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire la charge électrique? Ça veut dire que je regarde partout dans l'univers et dès que je trouve une charge, hop, je la compte. Et puis si je trouve un moins, ben, je la soustrais, etc. Donc je vais devoir parcourir tout l'univers. Tout ça, ça c'est l'univers. Vous voyez, c'est une tranche aujourd'hui, c'est l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Et je calcule la charge totale là-dedans, j'obtiens une certaine quantité Q. C'est la charge électrique de l'univers. C'est probablement 0, mais bon, on ne sait pas. En tout cas, c'est Q. Et si je le fais demain, je vais mettre demain un peu plus loin, je fais la même chose. Et là, je vais trouver un autre truc. Disons là, c'est Q aujourd'hui, Q1. Et là, c'est Q2, c'est Q de demain. Et on a Q1 égale Q2. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée de la conservation de la charge. Et maintenant, comme je vous ai dit, on sait que le monde a toutes ces invariances-là. Et en particulier, il y a l'invariance de Lorentz qui nous dit qu'en fait, espace et temps, c'est pas tellement différent. On doit pouvoir faire des rotations dans l'espace-temps. Donc en fait, je pourrais aussi faire un autre dessin très similaire. Donc, je vais faire sur le même dessin. Ça va devenir embrouillé, mais le tableau ça va. Et je pourrais me dire, ah mais en fait, je vais pas compter la charge électrique totale aujourd'hui. Je vais faire une sorte de rotation bizarre. Et je vais regarder la charge électrique contenue là-dedans. Vous voyez, c'est un peu bizarre, ça veut dire j'ajoute des charges électriques d'il y a très longtemps, mais très loin par là, les charges d'aujourd'hui, mais ici, les charges de demain par là-bas, etc. Et, mais dans un certain référentiel, je pourrais faire une rotation de ça, où ça redeviendrait ça. Et donc j'en déduis que là, si j'ai une charge Q1, disons Q3 ici, et Q4 ici, bien par invariance de Lorentz, je dois avoir aussi que Q3 égale Q4. Et oui, je peux faire ça un peu n'importe comment. En particulier, je pourrais aussi prendre des tranches, vous voyez, complètement verticales comme ça. Et donc là, j'aurai une certaine charge, Q5, égale une certaine charge Q6, qui serait ici. Alors, essayons de voir ce que ça veut dire ça concrètement. Ça, c'est quoi? Là, vous voyez, maintenant, j'ai complètement tourné l'espace et le temps. Donc maintenant, je suis à un endroit fixé dans l'espace. Et par contre, je vais me mettre dans le temps. Donc un endroit fixé dans l'espace, ça veut dire, par exemple, voilà, cette porte-là. Ça, c'est un endroit fixé. Donc le truc jaune, là, c'est la porte. Mais je regarde dans tout le temps de l'infini vers le passé vers l'infini vers le futur. Donc ça veut dire que je regarde cette porte, et je regarde l'intégralité des charges qui sont passées par cette porte depuis le début de l'histoire de l'univers jusqu'à la fin de l'histoire de l'univers.
Évidemment, la porte, elle ne va pas résister tout ce temps-là, donc il faut imaginer que c'est pas juste la porte, c'est le plan qui contient cette porte. Et ça, c'est un truc bien défini. Donc j'ai une certaine quantité de charge qui est passée là-dedans dans l'histoire de l'univers. Et maintenant, si je prends le plan jaune ici, ça veut dire je prends un plan, mais ailleurs, disons ici. Donc si j'avais un détecteur qui comptait toutes les charges qui sont passées dans l'histoire de l'univers par ce plan-là, et un autre détecteur qui mesure toutes les charges de l'univers passées par ce plan-là, ben évidemment, il va trouver la même chose aussi. Mais vous voyez, c'est un truc différent. Qu'est-ce qu'on a compté? On a compté les charges qui passent, donc en fait, on a compté le courant électrique. Donc on a aussi une conservation du courant électrique. Donc ce que nous dit ça, en fait j'ai noté Q, mais en fait c'est Q, c'est plutôt le courant électrique dans une certaine direction. Donc ça nous dit juste que le courant électrique se conserve aussi. Est-ce que c'est clair ça, mon diagramme d'espace? Donc vous voyez, c'est une façon compliquée de dire un truc simple. Le courant électrique se conserve. Et donc vous voyez, on a fait un processus un petit peu compliqué. On est parti d'une symétrie qu'on avait comprise comme un truc qui agissait sur des objets. Et par le théorème de Noether qui nous a dit que c'est conservation de la charge électrique, et en imposant l'invariance relativiste, qui dit qu'on peut faire des rotations dans l'espace-temps, on obtient cette formulation un peu différente. Et est-ce que la réalisation qui a eu lieu donc, dans ces années-là, ça a été de dire, en fait, c'est peut-être ça le truc fondamental. Le truc fondamental, c'est pas vraiment la symétrie qui agit sur les objets, c'est le fait que je peux mesurer un truc dans un certain plan, et si je bouge, ça peut être dans l'espace, dans le temps ou dans les deux, j'obtiens la même chose. Et donc l'idée de base, c'est de reformuler, de dire bon ça, c'était bien, mais on va maintenant reformuler ça, une symétrie, c'est la même chose que une sorte de... Alors je dois l'écrire de façon un petit peu vague, mais je vais l'écrire comme ça va m'éviter de dire des choses fausses, si j'ai un truc qui ne veut rien dire. C'est la symétrie égale topologie. Ça veut dire quoi topologie? C'est qu'on peut déformer les choses. Vous voyez là, ça ou ça topologiquement c'est la même chose. Mais en fait je pourrais même déformer un petit peu plus. Vous voyez, si je pourrais ajouter une petite bosse là, j'obtiendrais aussi la même charge. Et le fait de faire ça, ça me permet de faire beaucoup d'autres choses. Et donc je prends 2 minutes pour finir, pour donner un exemple de pourquoi est-ce que ça permet d'aller plus loin que les symétries qu'on avait jusqu'à présent. Parce que maintenant, symétrie c'est topologie. Et vous voyez, jusqu'à présent, j'ai juste pris des grands plans comme ça, qui étaient de la taille de l'univers. Enfin, disons, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est de 3 dimensions. Je les dessine à 2 dimensions parce que j'ai pas assez de place sur le tableau, mais c'est des objets à 3 dimensions. Mais je pourrais aussi voir, est-ce que j'ai pas des choses qui sont conservées, qui sont sur des choses à plus petite dimension? Et la réponse est oui. Je vais faire un dessin. Imaginez que vous prenez un électron. Un électron ici, qui a une certaine charge. Et maintenant, vous prenez une sphère autour de l'électron. Et vous calculez le flux de ce qu'on appelle le champ électrique. Donc l'électron, il crée un champ électrique. Et vous calculez le flux de ce champ électrique. On a écrit qu'on appelle E comme ça. Eh bien, c'est très vieux, en fait c'est Gauss, donc 19e siècle, même avant, qui nous dit que ce flux du champ électrique, il est exactement spécifié par la charge. Et en particulier, il ne dépend pas de la taille de cette sphère. Donc si vous prenez cette sphère-là, ou si vous prenez une sphère plus petite, celle-là, ou si vous prenez cette sphère et que vous ajoutez une bosse là, tout ça, ça va donner le même flux électrique. Donc vous voyez, là, j'ai un truc, qui est une surface à 2 dimensions, que je peux faire bouger topologiquement tant qu'il n'y a rien de topologique qui se passe, c'est-à-dire quand par exemple je traverse pas l'électron, le flux du champ électrique est conservé. Et donc, d'après mon nouveau principe ici, ça doit être associé à une certaine symétrie. Et alors, on peut être un petit peu confus avec ça, et je pense que c'est la raison pour laquelle il a fallu attendre si longtemps pour que ce soit compris, c'est qu'on peut être un peu confus, on peut se dire, ah bah oui, mais ça mesure juste la conservation de la charge. Oui, ça nous dit juste qu'on avait une charge au milieu ici. Mais en fait, c'est pas le cas si vraiment on regarde. J'écris juste une dernière chose pour finir, pour clarifier ça, parce que je pense que c'est un peu perturbant. La quantité conservée, dans le premier cas là-bas, c'était, je vais faire 2 colonnes, le premier cas là-bas, la quantité conservée, c'était la charge électrique. Dans le deuxième cas ici, la quantité conservée, donc la quantité que je mesure sur mon
n'est-ce pas? C'est le flux du champ électrique. Et quelle est la symétrie associée? La symétrie associée, ici, c'est celle que j'avais écrite là, que je n'ai pas vraiment pu décrire, mais c'est la symétrie de changement de phase. Changement de phase des champs. Et des champs quantiques fondamentaux qui décrivent l'univers. Ici, quelle est la symétrie? Eh bien, pareil, c'est un peu relié, c'est pour ça que c'est un peu perturbant quand on voit la première fois. La symétrie, c'est le changement de phase. Enfin, disons que c'est le changement de la charge électrique. Et bon, je vais arrêter là parce que voilà. Et donc, tout ça pour dire que maintenant, vous voyez, j'ai plusieurs choses qui jouent, mais qui jouent pas sur le même pied, parce que ça c'est sur 3 dimensions. Je vais l'écrire en 2. Ça c'est 3D. La phase électrique, il faut trouver sur tout un volume. Ça c'est 2D. C'est vraiment un problème de dimension. Et en particulier, les lois que j'avais écrites, elles avaient passé maintenant l'associativité, le fait qu'on puisse composer et tout. Ça pouvait se lire ici comme le fait que je peux composer 2 surfaces et les mettre l'une sur l'autre, et j'en obtiens une autre. Maintenant, je dois jouer avec des surfaces et des volumes, et je peux pas vraiment les composer, donc j'aurai plus la notion de groupe. Donc il faut aller au-delà. Et donc voilà, je m'arrête là. Si vous voulez plus de détails sur le développement, on fait le mardi matin, on fait les séminaires qui s'appelaient groupe quantique, mais maintenant on parle de ça. Voilà, merci. Est-ce d'autres questions? Ouais, Je sais pas pourquoi on va faire les plans jaunes, parce que naïvement, si je prends un électron en un point X qui correspond au plan gauche jaune, et que j'intègre soit, enfin, je regarde juste à la position de l'électron ou à côté, je vois pas comment les deux peuvent être unis. Ouais, donc très bonne question, effectivement. Là, j'ai été très vague. J'ai dit topologie, et j'ai dit on peut déplacer tant qu'il n'y a rien de problématique qui se passe, en particulier tant qu'on ne va pas traverser une charge ou un truc comme ça. Donc là, j'ai pris, là, si tu veux, j'étais dans les équations de Maxwell dans le vide, donc il n'y a pas de charge présente, etc. Donc j'aurais pas cette situation-là. Si j'ai cette situation-là, alors il va falloir effectivement que j'explique ce qui se passe quand je traverse une charge. Et donc je peux prendre ça en compte. Ouais, on peut le prendre en compte. Ouais. Il y a d'autres questions sur les aspects plus élémentaires aussi. Pour la symétrie de Lorentz, c'est sur la distance entre 2 événements. Tu veux dire la quantité conservée? Ouais, exactement. Oui, un petit peu. Enfin, c'est un truc assez simple en fait. Hein. C'est je peux dire la réponse. Donc la réponse c'est la quantité conservée, c'est d'ailleurs ça marcherait aussi pour une translation en physique galiléenne en fait. C'est juste le fait que si tu prends la position d'un objet moins la vitesse fois le temps qu'il a mis, la position x moins la vitesse fois le temps, ça c'est conservé. Et en général on le dit de façon encore plus simple, parce qu'au lieu de dire ça égale 0, on dit ça égale ça. Mais la différence de ces deux choses-là, qui est origine égale à 0, ou à une constante si j'avais pris un autre origine pour les temps, c'est la quantité conservée associée à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suppose que c'est un autre sujet, mais on parle régulièrement de brisure de symétrie entre la matière et l'antimatière à la création de l'univers. Non, c'est tout à fait relié. Donc c'est effectivement dans les brisures. Donc la symétrie matière-antimatière, c'est une symétrie qui échange matière-antimatière. Soit elle est exacte, soit elle est brisée. Et donc, si elle était exacte, ça voudrait dire qu'il y aurait vraiment autant de matière et d'antimatière, parce qu'il faudrait, voilà. Et si elle est, si je fais un schéma un petit peu abstrait, en gros, j'ai le monde matière et le monde antimatière. Si elle est exacte, alors je dois avoir autant de chaque côté. Et donc à la création du monde, on aurait dû avoir ça. Et alors, comme la matière et l'antimatière, ça s'annihile. S'il est exactement la même chose là et là, il devrait rien y avoir. Donc on a un problème.
Et si la symétrie est brisée, c'est exactement le même dessin que j'avais fait au début, elle est un petit peu brisée, là, par un petit truc, et ben il reste ça à la fin. Donc en fait, la brisure, c'est tout ce qui reste dans l'univers. Disons que si tout s'est rencontré, il se pourrait aussi que l'antimasse soit partie à un certain endroit, la matière à un autre endroit, puis comme ils sont très loin, elle se voit plus. Mais effectivement, le fait que, en tout cas localement, on observe qu'on a de la matière et pas d'antimatière, donc cette symétrie, elle a l'air d'être brisée, et c'est tout, effectivement, c'est un sujet assez compliqué de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle est brisée. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre de cette discussion. En fait, les symétries, c'est tellement omniprésent en physique que j'aurais pu parler à peu près tout le monde pourrait parler des symétries dans son domaine. Donc, Il y a des théories où il n'y a pas de symétrie. alors, j'ai envie de dire, quasiment par définition, non, parce que, en gros, oui, si on prend... Alors déjà, ces symétries-là, elles sont quand même là, fondamentalement. Après, effectivement, on peut les briser toutes. Par exemple, je prends la théorie de cette tasse, vraiment elle. Bon, déjà, elle n'est pas invariable par translation dans l'espace, dans le temps, rien de tout ça. Alors, les lois fondamentales sont quand même symétriques, donc l'énergie, elle va être conservée, etc. Mais je peux oui, considérer vraiment dans toute sa complexité, il va y avoir très peu de symétrie. Donc ça va être très très compliqué. Mais oui. Mais après, voilà, ces choses-là, on pense que c'est des symétries fondamentales. Donc elles seront au moins toujours là. Peut-être spontanément brisées par le fait que... Ah oui, j'ai oublié je voulais faire une expérience, je vais la faire maintenant. Une symétrie par rotation. Par exemple, ça c'est invariant par rotation. S'il y avait un crayon, ce serait mieux, voilà ça. Et c'est invariant par rotation, mais si vous le lâchez à un endroit, hop, il tombe. Et là, c'est plus invariant. Donc ce genre de choses-là, en fait, ça se produit assez souvent aussi. C'est des brisures spontanées, c'est-à-dire que les lois sont bien symétriques, le système est symétrique, mais il va tomber dans un état non symétrique. Donc ça peut se produire. Mais on le comprend, en fait, quand ça se produit, ça a des conséquences qui viennent du fait qu'en fait, il y avait une symétrie, et alors ça nous aide aussi à résoudre. Donc des théories avec pas de symétrie du tout, très compliqué. Mais les chutes, c'est généralement en dehors, enfin justement, c'est asymétrique. Les quoi? Les chutes? Les chutes, quand un objet tombe, Oui. c'est jamais symétrique. Oui, voilà, c'est ça. Ça brise une symétrie, mais ça va la briser spontanément. A priori, il n'y a pas de raison qu'elle tombe plus d'un côté que de l'autre. Par contre, il y a une brisure explicite qui est, ça tombe toujours vers le bas. Ça tombe beaucoup plus souvent vers le bas que vers le haut. Ça, c'est parce qu'il y a une brisure explicite. Quelle est la brisure explicite? Parce que quand on est sur Terre, on n'a effectivement pas de symétrie par rotation. Si on mettait la salle à l'envers, on aurait du mal à tenir. Donc, effectivement, il y a des brisures spontanées, des brisures explicites. Comprendre tout ça, c'est le formalisme qui permet de... Et toutes les symétries des lois fondamentales, maintenant il y a des trucs qui s'expriment en fonction de la topologie, puisque tu disais que maintenant c'est plutôt l'étude de la topologie. Oui. Tu reprends toutes les lois et tu regardes s'il y a des... s'il y a des relations topologiques qui marchent. Oui, c'est ça. Alors, le truc c'est que... C'est une bonne question aussi. Le truc c'est que là, c'est des symétries d'espace-temps. Donc en fait, il y a vraiment... On peut faire deux catégories. Il y a les symétries qui agissent sur l'espace-temps et celles qui n'y agissent pas. Donc c'est pour ça que pour illustrer, j'ai pris ça. Ça, tu vois, ça agit précisément pas sur l'espace-temps, c'est en chaque point. Si on veut prendre ça en compte aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais oui, on peut le faire, mais ouais, c'est compliqué. En fait, une des raisons, par exemple, pour lesquelles... Non, je vais pas rentrer. Mais oui, on peut le faire, mais c'est plus compliqué. Pas d'autres questions? Merci Antoine.